1984, partie 8 du livre audio, suite du chapitre 9 de la partie 2 du roman. Winston poursuit la lecture du livre. Chapitre 1. L'ignorance, c'est la force. Au long des temps historiques, et probablement depuis la fin de l'âge néolithique, le monde a été divisé en 3 classes. La classe supérieure, la classe moyenne, la classe inférieure. Elles ont été subdivisées de beaucoup de façons. Elles ont porté d'innombrables noms différents, la proportion du nombre d'individus que comportait chacune, aussi bien que leur attitude vis-à-vis les unes des autres, ont varié d'âge en âge. Mais la structure essentielle de la société n'a jamais varié. Même après d'énormes poussées et des changements apparemment irrévocables, la même structure s'est toujours rétablie, exactement comme un gyroscope reprend toujours son équilibre, aussi loin qu'on le pousse d'un côté ou de l'autre. « Julia, es-tu réveillée ?» demanda Winston. « Oui, mon amour. J'écoute. Continue, c'est merveilleux. » Il continua à lire. Les buts de ces 3 groupes sont absolument inconciliables. Le but du groupe supérieur est de rester en place. Celui du groupe moyen, de changer de place avec le groupe supérieur. Le but du groupe inférieur, quand il en a un, car c'est une caractéristique permanente des inférieurs qu'ils sont trop écrasés de travail pour être conscients, d'une façon autre qu'intermittente, d'autre chose que de leur vie de chaque jour, est d'abolir toute distinction et de créer une société dans laquelle tous les hommes seraient égaux. Ainsi, à travers l'histoire, une lutte qui est la même dans ses lignes principales se répète sans arrêt. Pendant de longues périodes, la classe supérieure semble être solidement au pouvoir. Mais tôt ou tard, il arrive toujours un moment où elle perd, ou sa foi en elle-même, ou son aptitude à gouverner efficacement, ou les deux. Elle est alors renversée par la classe moyenne, qui enrôle à ses côtés la classe inférieure en lui faisant croire qu'elle lutte pour la liberté et la justice. Sitôt qu'elle a atteint son objectif, la classe moyenne rejette la classe inférieure dans son ancienne servitude et devient elle-même supérieure. Un nouveau groupe moyen se détache alors de l'un des autres groupes, ou des deux, et la lutte recommence. Des 3 groupes, seul le groupe inférieur ne réussit jamais, même temporairement, à atteindre son but. Ce serait une exagération que de dire qu'à travers l'histoire, il n'y a eu aucun progrès matériel. Même aujourd'hui, dans une période de déclin, l'être humain moyen jouit de conditions de vie meilleures que celles d'il y a quelques siècles. Mais aucune augmentation de richesse, aucun adoucissement des mœurs, aucune réforme ou révolution n'a jamais rapproché d'1 millimètre l'égalité humaine. Du point de vue de la classe inférieure, aucun changement historique n'a jamais signifié beaucoup plus qu'un changement du nom des maîtres. Vers la fin du XIXe siècle, de nombreux observateurs se rendirent compte de la répétition constante de ce modèle de société. Des écoles de penseurs apparurent alors qui interprétèrent l'histoire comme un processus cyclique et prétendirent démontrer que l'inégalité était une loi inaltérable de la vie humaine. Cette doctrine, naturellement, avait toujours eu des adhérents, mais il y avait un changement significatif dans la façon dont elle était mise en avant. Dans le passé, la nécessité d'une forme hiérarchisée de société avait été la doctrine spécifique de la classe supérieure. Elle avait été prêchée par les rois et les aristocrates, par les prêtres, hommes de loi et autres, qui étaient les parasites des premiers, et elle avait été adoucie par des promesses de compensation dans un monde imaginaire, par-delà la tombe. La classe moyenne, tant qu'elle luttait pour le pouvoir, avait toujours employé des termes tels que liberté, justice et fraternité. Cependant, le concept de la fraternité humaine commença à être attaqué par des gens qui n'occupaient pas encore les postes de commande,
mais espérait y être avant longtemps. Anciennement, la classe moyenne avait fait des révolutions sous la bannière de l'égalité, puis avait établi une nouvelle tyrannie dès que l'ancienne avait été renversée. Les nouveaux groupes moyens proclamèrent à l'avance leur tyrannie. Le socialisme, une théorie qui apparut au début du XIXe siècle et constituait le dernier anneau de la chaîne de pensée qui remontait aux rébellions d'esclaves de l'Antiquité, était encore profondément infecté de l'utopie des siècles passés. Mais dans toutes les variantes du socialisme qui apparurent à partir de 1900 environ, le but d'établir la liberté et l'égalité était de plus en plus ouvertement abandonné. Les nouveaux mouvements qui se firent connaître dans les années du milieu du siècle, l'Angsoc en Océania, le néo-bolchevisme en Eurasia, le culte de la mort, comme on l'appelle communément en Estasia, avaient la volonté consciente de perpétuer la non-liberté et l'inégalité. Ces nouveaux mouvements naissaient naturellement des anciens. Ils tendaient à conserver les noms de ceux-ci et à payer en paroles un hommage à leur idéologie. Mais leur but à tous était d'arrêter le progrès et d'immobiliser l'histoire à un moment choisi. Le balancier familier du pendule devait se produire une fois de plus, puis s'arrêter. Comme d'habitude, la classe supérieure devait être délogée par la classe moyenne, qui deviendrait alors la classe supérieure. Mais cette fois, par une stratégie consciente, cette classe supérieure serait capable de maintenir perpétuellement sa position. Les nouvelles doctrines naquirent en partie grâce à l'accumulation de connaissances historiques et au développement du sens historique qui existait à peine avant le XIXe siècle. Le mouvement cyclique de l'histoire était alors intelligible, ou paraissait l'être, et s'il était intelligible, il pouvait être changé. Mais la cause principale et sous-jacente de ces doctrines était que, dès le début du XXe siècle, l'égalité humaine était devenue techniquement possible. Il était encore vrai que les hommes n'étaient pas égaux par leur disposition naturelle et que les fonctions devaient être spécialisées en des directions qui favorisaient les uns au détriment des autres. Mais il n'y avait plus aucun besoin réel de distinction de classe ou de différence importante de richesse. Dans les périodes antérieures, les distinctions de classe avaient été non seulement inévitables, mais désirables. L'inégalité était le prix de la civilisation. Le cas, cependant, n'était plus le même avec le développement de la production par la machine. Même s'il était encore nécessaire que les êtres humains s'adonnent à des travaux différents, il n'était plus utile qu'ils vivent à des niveaux sociaux ou économiques différents. C'est pourquoi, du point de vue des nouveaux groupes qui étaient sur le point de s'emparer du pouvoir, l'égalité humaine n'était plus un idéal à poursuivre, mais un danger à éviter. Dans les périodes antérieures, quand une société juste et paisible était en fait impossible, il avait été tout à fait facile d'y croire. L'idée d'un paradis terrestre, dans lequel les hommes vivraient ensemble dans un état de fraternité, sans loi et sans travail de brute, a hanté l'imagination humaine pendant des milliers d'années. Cette vision a eu une certaine emprise, même sur les groupes qui profitaient réellement de chaque changement historique. Les héritiers des révolutions françaises, anglaises et américaines ont, en partie, cru à leurs propres phrases sur les droits de l'homme, la liberté d'expression, l'égalité devant la loi, et leur conduite, dans une certaine mesure, a même été influencée par elles. Mais vers la 4e décennie du XXe siècle, tous les principaux courants de la pensée politique étaient des courants de doctrine autoritaire. Le paradis terrestre avait été discrédité au moment exact où il devenait réalisable. Toute nouvelle théorie politique, de quelque nom qu'elle s'appelât, ramenait à la hiérarchie et à l'enrégimentation et, dans le général durcissement de perspective qui s'établit vers 1930, des pratiques depuis longtemps abandonnées, parfois depuis des centaines d'années, emprisonnement sans procès, emploi de prisonniers de guerre comme esclaves, exécution publique, torture pour arracher des confessions, usage des otages et déportation de populations entières.
non seulement redevinrent courantes, mais furent tolérées et même défendues par des gens qui se considéraient comme éclairés et progressistes. C'est seulement après une décennie de guerres internationales, de guerres civiles, de révolutions et contre-révolutions dans toutes les parties du monde, que Lang-Sok et ses rivaux émergèrent sous forme de théories politiques entièrement précisées. Mais elles avaient été annoncées par les systèmes divers, généralement nommés totalitaires, qui étaient apparus plus tôt dans le siècle, et les lignes principales du monde qui devait émerger du chaos régnant étaient depuis longtemps visibles. La nouvelle aristocratie était constituée, pour la plus grande part, de bureaucrates, de savants, de techniciens, d'organisateurs de syndicats, d'experts en publicité, de sociologues, de professeurs, de journalistes et de politiciens professionnels. Ces gens, qui sortaient de la classe moyenne salariée et des rangs supérieurs de la classe ouvrière, avaient été formés et réunis par le monde stérile du monopole industriel et du gouvernement centralisé. Comparés aux groupes d'opposition des âges passés, ils étaient moins avares, moins tentés par le luxe, plus avides de puissance pure et, surtout, plus conscients de ce qu'ils faisaient, et plus résolus à écraser l'opposition. Cette dernière différence était essentielle. En comparaison de ce qui existe aujourd'hui, toutes les tyrannies du passé s'exerçaient sans entrain et étaient inefficientes. Les groupes dirigeants étaient toujours dans une certaine mesure contaminés par les idées libérales et étaient heureux de lâcher partout la bride, de ne considérer que l'acte patent, de se désintéresser de ce que pensaient leurs sujets. L'Église catholique du Moyen Âge elle-même se montrait tolérante, comparée aux standards modernes. La raison en est, en partie, que, dans le passé, aucun gouvernement n'avait le pouvoir de maintenir ses citoyens sous une surveillance constante. L'invention de l'imprimerie, cependant, permit de diriger plus facilement l'opinion publique. Le film et la radio y aidèrent encore plus. Avec le développement de la télévision et le perfectionnement technique qui rendit possible, sur le même instrument, la réception et la transmission simultanée, ce fut la fin de la vie privée. Tout citoyen, ou au moins tout citoyen assez important pour valoir la peine d'être surveillé, put être tenu 24 heures par jour sous les yeux de la police, dans le bruit de la propagande officielle, tandis que tous les autres moyens de communication étaient coupés. La possibilité d'imposer non seulement une complète obéissance à la volonté de l'État, mais une complète uniformité d'opinion sur tous les sujets, existait pour la première fois. Après la période révolutionnaire, qui se place entre 1950 et 1969, la société se regroupa, comme toujours, en classes supérieures, classe moyenne et classe inférieure. Mais le nouveau groupe supérieur, contrairement à tous ses prédécesseurs, n'agissait pas seulement suivant son instinct. Il savait ce qui était nécessaire pour sauvegarder sa position. On avait depuis longtemps reconnu que la seule base sûre de l'oligarchie est le collectivisme. La richesse et les privilèges sont plus facilement défendus quand on les possède ensemble. Ce que l'on a appelé l'abolition de la propriété privée signifiait, en fait, la concentration de la propriété entre beaucoup moins de mains qu'auparavant, mais avec cette différence que les nouveaux propriétaires formaient un groupe au lieu d'être une masse d'individus. Aucun membre du parti ne possède individuellement quoi que ce soit, sauf d'insignifiants objets personnels. Collectivement, le parti possède tout en Océania, car il contrôle tout et dispose des produits comme il l'entend. Dans les années qui suivirent la Révolution, il était possible d'atteindre ce poste de commande presque sans rencontrer d'opposition, car le système tout entier était représenté comme un acte de collectivisation. Il avait toujours été entendu que si la classe capitaliste était expropriée, le socialisme devait lui succéder et, indubitablement, les capitalistes avaient été expropriés. Manufactures, mines,
terres, maisons, transports. On leur avait tout enlevé, et puisque ces biens n'étaient plus propriété privée, il s'ensuivait qu'ils devaient être propriété publique. Langsock, qui est sorti du mouvement socialiste primitif et a hérité de sa phraséologie, a en effet exécuté le principal article du programme socialiste avec le résultat, prévu et voulu, que l'inégalité économique a été rendue permanente. Mais les problèmes que pose la volonté de rendre permanente une société hiérarchisée vont plus loin. Pour un groupe dirigeant, il n'y a que 4 manières de perdre le pouvoir. Il peut soit être conquis de l'extérieur, soit gouverner si mal que les masses se révoltent, soit laisser se former un groupe moyen fort et mécontent, soit perdre sa confiance en lui-même et sa volonté de gouverner. Ces causes n'opèrent pas seules, chacune, et, en général, toutes 4 sont présentes à un degré quelconque. Une classe dirigeante qui pourrait se défendre contre tous ces dangers resterait au pouvoir d'une façon permanente. En fin de compte, le facteur décisif est l'attitude mentale de la classe dirigeante elle-même. Après la moitié du siècle actuel, le premier danger avait en réalité disparu. Chacune des 3 puissances qui, maintenant, se partagent le monde, est, en fait, invincible, et ne pourrait ne plus l'être qu'après de lents changements démographiques qu'un gouvernement aux pouvoirs étendus peut aisément éviter. Le second danger n'est, lui aussi, que théorique. Les masses ne se révoltent jamais de leur propre mouvement, et elles ne se révoltent jamais par le seul fait qu'elles sont opprimées. Aussi longtemps qu'elles n'ont pas l'élément de comparaison, elles ne se rendent jamais compte qu'elles sont opprimées. Les crises économiques du passé étaient absolument inutiles et on ne les laisse plus se produire. Mais d'autres désorganisations également importantes peuvent survenir, et surviennent sans avoir de résultat politique, car il n'y a aucun moyen de formuler un mécontentement. Quant au problème de la surproduction, qui est latent dans notre société depuis le développement de la technique par la machine, il est résolu par le stratagème de la guerre continue, voir chapitre 3, qui sert aussi à amener le moral public au degré nécessaire. Du point de vue de nos gouvernants actuels, par conséquent, les seuls dangers réels seraient la scission d'avec les groupes existants d'un nouveau groupe de gens capables, occupant des postes inférieurs à leur capacité, avides de pouvoir, le développement du libéralisme et du scepticisme dans leurs propres rangs. Le problème est donc un problème d'éducation. Il porte sur la façon de modeler continuellement et la conscience du groupe directeur et celle du groupe exécutant plus nombreux qui vient après lui. La conscience des masses n'a besoin d'être influencée que dans un sens négatif. On pourrait de ces données inférer, si on ne la connaissait déjà, la structure générale de la société océanienne. Au sommet de la pyramide est placé Big Brother. Big Brother est infaillible et tout-puissant. Tout succès, toute réalisation, toute victoire, toute découverte scientifique, toute connaissance, toute sagesse, tout bonheur, toute vertu sont considérés comme émanant directement de sa direction et de son inspiration. Personne n'a jamais vu Big Brother. Il est un visage sur les journaux, une voix au télécran. Nous pouvons, en toute lucidité, être sûrs qu'il ne mourra jamais et, déjà, il y a une grande incertitude au sujet de la date de sa naissance. Big Brother est le masque sous lequel le parti choisit de se montrer au monde. Sa fonction est d'agir comme un point de concentration pour l'amour, la crainte et le respect, émotion plus facilement ressentie pour un individu que pour une organisation. En dessous de Big Brother vient le parti intérieur, dont le nombre est de 6 millions, soit un peu moins de 2% de la population de l'Océania. En dessous du parti intérieur vient le parti extérieur qui, si le parti intérieur est considéré comme le cerveau de l'État, peut justement être comparé aux mains de l'État.
Après le parti extérieur viennent les masses amorphes, que nous désignons généralement sous le nom de prolétaires, et qui comptent peut-être 15% de la population. Dans l'échelle de notre classification, les prolétaires sont placés au degré le plus bas. Les populations esclaves des terres équatoriales, en effet, qui passent constamment d'un conquérant à un autre, ne constituent pas un groupe permanent et nécessaire de la structure générale. L'appartenance à ces trois groupes n'est, en principe, pas héréditaire. Un enfant d'un membre du parti intérieur n'est pas, en théorie, né dans le parti intérieur. L'admission à l'une ou l'autre branche du parti se fait par examen, à l'âge de 16 ans. Il n'y a non plus aucune discrimination sociale, ni aucune domination marquée d'une province sur une autre. Aux rangs les plus élevés du parti, on trouve des juifs, des nègres, des sud-américains de pur sang indien, et les administrateurs d'un territoire sont toujours choisis parmi les habitants de ce territoire. Les habitants n'ont, dans aucune partie de l'Océania, le sentiment d'être une population coloniale gouvernée par une lointaine capitale, et leur chef titulaire est quelqu'un dont personne ne connaît le siège. Sauf que l'anglais est sa principale langue courante et le novlangue sa langue officielle, l'Océania n'est centralisée d'aucune manière. Ses dirigeants ne sont pas unis par les liens du sang, mais par leur adhésion à une doctrine commune. Il est vrai que notre société est stratifiée, et très rigidement stratifiée, en des lignes qui, à première vue, paraissent être des lignes héréditaires. Il y a beaucoup moins de mouvements de va-et-vient entre les différents groupes qu'il y en a eu à l'époque du capitalisme ou même aux périodes pré-industrielles. Entre les deux branches du parti, il y a un certain nombre d'échanges, dans la limite où il est nécessaire d'exclure du parti intérieur les faibles et de rendre inoffensifs, en les faisant monter, des membres ambitieux du parti extérieur. En pratique, l'accès au grade qui permet de devenir membre du parti n'est pas ouvert aux prolétaires. Les plus doués, qui pourraient peut-être former des noyaux de mécontents, sont simplement repérés par la police de la pensée et éliminés. Mais cet état de choses n'est pas nécessairement permanent. Il n'est pas non plus une question de principe. Le parti n'est pas une classe, dans le sens ancien du mot. Il ne vise pas à transmettre le pouvoir à ses enfants parce qu'ils sont ses enfants, et s'il n'y avait pas d'autre moyen de maintenir au sommet les gens les plus capables, il serait parfaitement prêt à recruter une génération entièrement nouvelle dans les rangs du prolétariat. Pendant les années cruciales, le fait que le parti n'était pas un corps héréditaire fit beaucoup pour neutraliser l'opposition. Le socialiste d'ancien modèle, qui avait été entraîné à lutter contre le privilège de classe, supposait que ce qui n'est pas héréditaire ne peut être permanent. Il ne voyait pas que la continuité d'une oligarchie n'a pas besoin d'être physique. Il ne s'arrêtait pas non plus à réfléchir que les aristocraties héréditaires n'ont jamais vécu longtemps, tandis que les organisations fondées sur l'adoption, comme l'Église catholique par exemple, ont parfois duré des centaines ou des milliers d'années. L'essentiel de la règle oligarchique n'est pas l'héritage de père en fils, mais la persistance d'une certaine vue du monde et d'un certain mode de vie imposé par les morts aux vivants. Un groupe directeur est un groupe directeur aussi longtemps qu'il peut nommer ses successeurs. Le parti ne s'occupe pas de perpétuer son sang, mais de se perpétuer lui-même. Il n'est pas important de savoir qui détient le pouvoir, pourvu que la structure hiérarchique demeure toujours la même. Les croyances, habitudes, goûts, émotions, attitudes mentales qui caractérisent notre époque sont destinées à soutenir la mystique du parti et à empêcher que ne soit perçue la vraie nature de la société actuelle. Une rébellion matérielle ou un mouvement préliminaire en vue d'une rébellion sont actuellement impossibles. Il n'y a rien à craindre des prolétaires. Laissés à eux-mêmes, ils continueront de génération en génération et de siècle en siècle à travailler, procréer et mourir, non seulement sans ressentir aucune tentation de se révolter, mais sans avoir le pouvoir de comprendre que le monde pourrait être autre que ce qu'il est. Il ne deviendrait dangereux que si le progrès de la technique industrielle exigeait qu'on leur donne une instruction plus élevée.
Mais comme les rivalités militaires et commerciales n'ont plus d'importance, le niveau de l'éducation populaire décline. On considère qu'il est indifférent de savoir quelles opinions les masses soutiennent ou ne soutiennent pas. On peut leur octroyer la liberté intellectuelle, car elles n'ont pas d'intelligence. Mais on ne peut tolérer chez un membre du parti le plus petit écart d'opinion sur le sujet le plus futile. De sa naissance à sa mort, un membre du parti vit sous l'œil de la police de la pensée. Même quand il est seul, il ne peut jamais être certain d'être réellement seul. Où qu'il se trouve, endormi ou éveillé, au travail ou au repos, au bain ou au lit, il peut être inspecté sans avertissement et sans savoir qu'on l'inspecte. Rien de ce qu'il fait n'est indifférent. Ses amitiés, ses distractions, son attitude vis-à-vis de sa femme et de ses enfants, l'expression de son visage quand il est seul, les mots qu'il marmonne dans son sommeil, même les mouvements caractéristiques de son corps, tout est jalousement examiné de près. Non seulement tout réel méfait, mais toute excentricité, quelque bénigne qu'elle soit, tout changement d'habitude, toute particularité nerveuse qui pourrait être le symptôme d'une lutte intérieure, sont détectés à coup sûr. Il n'a, dans aucune direction, la liberté de choisir. D'autre part, ses actes ne sont pas déterminés par des lois, ou du moins par des lois claires. Les pensées et actions qui, lorsqu'elles sont surprises, entraînent une mort certaine, ne sont pas formellement défendues, et les éternelles épurations, les arrestations, tortures, emprisonnements et vaporisations ne sont pas infligées comme punition pour des crimes réellement commis. Ce sont simplement des moyens d'anéantir des gens qui pourraient peut-être, à un moment quelconque, dévier. On exige d'un membre du parti non seulement qu'il ait des opinions convenables, mais des instincts convenables. Nombre des croyances et attitudes exigées de lui ne sont pas clairement spécifiées, et ne pourraient être clairement spécifiées sans mettre à nu les contradictions inhérentes à Langsoc. S'il est naturellement orthodoxe, en novlangue, bien pensant, il saura, en toutes circonstances, sans réfléchir, quelle croyance est la vraie, quelle émotion est désirable. Mais en tout cas, l'entraînement mental minutieux auquel il est soumis pendant son enfance, et qui tourne autour des mots novlangue, arrêt du crime, blanc-noir et double pensée, le rend incapable de réfléchir et de vouloir réfléchir trop profondément. On attend d'un membre du parti qu'il n'éprouve aucune émotion d'ordre privé, et que son enthousiasme ne se relâche jamais. Il est censé vivre dans une continuelle frénésie de haine contre les ennemis étrangers et les traîtres de l'intérieur, de satisfaction triomphale pour les victoires, d'humilité devant la puissance et la sagesse du parti. Les mécontentements causés par la vie nue, insatisfaisante, sont délibérément canalisés et dissipés par des stratagèmes comme les 2 minutes de la haine. Les spéculations qui pourraient peut-être amener une attitude sceptique ou rebelle sont tuées d'avance par la discipline intérieure acquise dans sa jeunesse. La première et la plus simple phase de la discipline, qui peut être enseignée même à des jeunes enfants, s'appelle en novlangue arrêt du crime. L'arrêt du crime, c'est la faculté de s'arrêter net, comme par instinct, au seuil d'une pensée dangereuse. Il inclut le pouvoir de ne pas saisir les analogies, de ne pas percevoir les erreurs de logique, de ne pas comprendre les arguments les plus simples, s'ils sont contre Langsoc. Il comprend aussi le pouvoir d'éprouver de l'ennui ou du dégoût pour toute suite d'idées capables de mener dans une direction hérétique. Arrêt du crime, en résumé, signifie stupidité protectrice. Mais la stupidité ne suffit pas. Au contraire, l'orthodoxie, dans son sens plein, exige de chacun un contrôle de ses processus mentaux aussi complet que celui d'un acrobate sur son corps. La société océanienne repose, en fin de compte, sur la croyance que Big Brother est omnipotent et le parti infaillible. Mais comme, en réalité, Big Brother n'est pas omnipotent et que le parti n'est pas infaillible,
une inlassable flexibilité des faits est à chaque instant nécessaire. Le mot-clé ici est noir-blanc. Ce mot, comme beaucoup de mots novlangues, a deux sens contradictoires. Appliqué à un adversaire, il désigne l'habitude de prétendre avec impudence que le noir est blanc, contrairement au fait évident. Appliqué à un membre du parti, il désigne la volonté loyale de dire que le noir est blanc quand la discipline du parti l'exige. Mais il désigne aussi l'aptitude à croire que le noir est blanc, et plus à savoir que le noir est blanc, et à oublier que l'on n'a jamais cru autre chose. Cette aptitude exige un continuel changement du passé, que rend possible le système mental qui réellement embrasse tout le reste et qui est connu en novlangue sous le nom de double pensée. Le changement du passé est nécessaire pour deux raisons, dont l'une est subsidiaire et, pour ainsi dire, préventive. Le membre du parti, comme le prolétaire, tolère les conditions présentes, en partie parce qu'il n'a pas de terme de comparaison. Il doit être coupé du passé, exactement comme il doit être coupé d'avec les pays étrangers, car il est nécessaire qu'il croie vivre dans des conditions meilleures que celles dans lesquelles vivaient ses ancêtres, et qu'il pense que le niveau moyen du confort matériel s'élève constamment. Mais la plus importante raison qu'a le parti de rajuster le passé est, de loin, la nécessité de sauvegarder son infaillibilité. Ce n'est pas seulement pour montrer que les prédictions du parti sont dans tous les cas exactes, que les discours statistiques et rapports de toutes sortes doivent être constamment remaniés selon les besoins du jour. C'est aussi que le parti ne peut admettre un changement de doctrine ou de ligne politique. Changer de décision ou même de politique est un aveu de faiblesse. Si, par exemple, l'Eurasia ou l'Estasia, peu importe lequel, est l'ennemi du jour, ce pays doit toujours avoir été l'ennemi. Et si les faits disent autre chose, les faits doivent être modifiés. Aussi, l'histoire est-elle continuellement réécrite. Cette falsification du passé au jour le jour, exécutée par le ministère de la Vérité, est aussi nécessaire à la stabilité du régime que le travail de répression et d'espionnage réalisé par le ministère de l'Amour. La mutabilité du passé est le principe de base de Langsoc. Les événements passés, prétend-on, n'ont pas d'existence objective et ne survivent que par les documents et la mémoire des hommes. Mais comme le parti a le contrôle complet de tous les documents et de l'esprit de ses membres, il s'ensuit que le passé est ce que le parti veut qu'il soit. Il s'ensuit aussi que le passé, bien que plastique, n'a jamais, en aucune circonstance particulière, été changé. Car lorsqu'il a été recréé dans la forme exigée par le moment, cette nouvelle version, quelle qu'elle soit, est alors le passé, et aucun passé différent ne peut avoir jamais existé. Cela est encore vrai même lorsque, comme il arrive souvent, un événement devient méconnaissable pour avoir été modifié plusieurs fois au cours d'une année. Le parti est, à tous les instants, en possession de la vérité absolue, et l'absolu ne peut avoir jamais été différent de ce qu'il est. Le contrôle du passé dépend surtout de la discipline de la mémoire. S'assurer que tous les documents s'accordent avec l'orthodoxie du moment n'est qu'un acte mécanique. Il est aussi nécessaire de se rappeler que les événements se sont déroulés de la manière désirée. Et s'il faut rajuster ses souvenirs ou altérer des documents, il est alors nécessaire d'oublier que l'on a agi ainsi. La manière de s'y prendre peut être apprise comme toute autre technique mentale. Elle est en effet étudiée par la majorité des membres du parti et, certainement, par tous ceux qui sont intelligents aussi bien qu'orthodoxes. En novlangue, cela s'appelle double pensée, mais la double pensée comprend aussi beaucoup de significations. La double pensée est le pouvoir de garder à l'esprit simultanément deux croyances contradictoires et de les accepter toutes deux. Un intellectuel du parti sait dans quel sens ses souvenirs doivent être modifiés. Il sait, par conséquent, qu'il joue avec la réalité, mais, par l'exercice de la double pensée,
il se persuade que la réalité n'est pas violée. Le processus doit être conscient, autrement il ne pourrait être réalisé avec une précision suffisante. Mais il doit aussi être inconscient. Sinon, il apporterait avec lui une impression de falsification et, partant, de culpabilité. La double pensée se place au cœur même de Langsock, puisque l'acte essentiel du parti est d'employer la duperie consciente, tout en retenant la fermeté d'intention qui va de pair avec l'honnêteté véritable. Dire des mensonges délibérés tout en y croyant sincèrement, oublier tous les faits devenus gênants puis, lorsque c'est nécessaire, les tirer de l'oubli pour seulement le laps de temps utile, nier l'existence d'une réalité objective alors qu'on tient compte de la réalité qu'on nie. Tout cela est d'une indispensable nécessité. Pour se servir même du mot double pensée, il est nécessaire d'user de la dualité de la pensée, car employer le mot, c'est admettre que l'on modifie la réalité. Par un nouvel acte de double pensée, on efface cette connaissance, et ainsi de suite, indéfiniment, avec le mensonge toujours en avance d'un bond sur la vérité. Enfin, c'est par le moyen de la double pensée que le parti a pu et, pour autant que nous le sachions, pourra, pendant des milliers d'années, arrêter le cours de l'histoire. Toutes les oligarchies du passé ont perdu le pouvoir, soit parce qu'elles se sont ossifiées, soit parce que leur énergie a diminué. Ou bien elles deviennent stupides et arrogantes, n'arrivent pas à s'adapter aux circonstances nouvelles et sont renversées. Ou elles deviennent libérales et lâches, font des concessions alors qu'elles devraient employer la force, et sont encore renversées. Elles tombent, donc, ou parce qu'elles sont conscientes, ou parce qu'elles sont inconscientes. L'œuvre du parti est d'avoir produit un système mental dans lequel les deux états peuvent coexister. La domination du parti n'aurait pu être rendue permanente sur aucune autre base intellectuelle. Pour diriger et continuer à diriger, il faut être capable de modifier le sens de la réalité. Le secret de la domination est d'allier la foi en sa propre infaillibilité à l'aptitude à recevoir les leçons du passé. Il est à peine besoin de dire que les plus subtils praticiens de la double pensée sont ceux qui l'inventèrent et qui savent quel est un vaste système de duperie mentale. Dans notre société, ceux qui ont la connaissance la plus complète de ce qui se passe sont aussi ceux qui sont les plus éloignés de voir le monde tel qu'il est. En général, plus vaste est la compréhension, plus profonde est l'illusion. Le plus intelligent est le moins normal. Le fait que l'hystérie de guerre croît en intensité au fur et à mesure que l'on monte l'échelle sociale illustre ce qui précède. Ceux dont l'attitude en face de la guerre est la plus proche d'une attitude rationnelle sont les peuples sujets des territoires disputés. Pour ces peuples, la guerre est simplement une continuelle calamité qui, comme une vague de fond, va et vient en les balayant. Il leur est complètement indifférent de savoir de quel côté est le gagnant. Un changement de direction veut simplement dire pour eux le même travail qu'auparavant, pour de nouveaux maîtres qui les traiteront exactement comme les anciens. Les travailleurs légèrement plus favorisés que nous appelons les prolétaires ne sont que par intermittence conscients de la guerre. On peut, quand c'est nécessaire, exciter en eux une frénésie de crainte et de haine, mais laissés à eux-mêmes, ils sont capables d'oublier pendant de longues périodes que le pays est en guerre. C'est dans les rangs du parti, surtout du parti intérieur, que l'on trouve le véritable enthousiasme guerrier. Ce sont ceux qui la savent impossible, qui croient le plus fermement à la conquête du monde. Cet enchaînement spécial des contraires, savoir et ignorance, cynisme et fanatisme, est un des principaux traits qui distinguent la société océanienne. L'idéologie officielle abonde en contradictions, même quand elles n'ont aucune raison pratique d'exister. Ainsi,
Le parti rejette et diffame tous les principes qui furent à l'origine du mouvement socialiste, mais il prétend agir ainsi au nom du socialisme. Il prêche envers la classe ouvrière un mépris dont, depuis des siècles, il n'y a pas d'exemple. Mais il revêt ses membres d'un uniforme qui, à une époque, appartenait aux travailleurs manuels, et qu'il a adopté pour cette raison. Il mine systématiquement la solidarité familiale, mais il baptise son chef d'un nom qui est un appel direct au sentiment de loyauté familiale. Les noms même des 4 ministères qui nous dirigent font ressortir une sorte d'impudence dans le renversement délibéré des faits. Le ministère de la paix s'occupe de la guerre, celui de la vérité, des mensonges, celui de l'amour, de la torture, celui de l'abondance, de la famine. Ces contradictions ne sont pas accidentelles, elles ne résultent pas non plus d'une hypocrisie ordinaire, elles sont des exercices délibérés de double pensée. Ce n'est en effet qu'en conciliant des contraires que le pouvoir peut être indéfiniment retenu. L'ancien cycle ne pouvait être brisé d'aucune autre façon. Pour que l'égalité humaine soit à jamais écartée, pour que les grands, comme nous les avons appelés, gardent perpétuellement leur place, la condition mentale dominante doit être la folie dirigée. Mais il y a une question que nous avons jusqu'ici presque ignorée. Pourquoi l'égalité humaine doit-elle être évitée? En supposant que le mécanisme du processus ait été exactement décrit, quel est le motif de cet effort considérable et précis pour figer l'histoire à un moment particulier? Nous atteignons ici au secret central. Comme nous l'avons vu, la mystique du parti, et surtout du parti intérieur, dépend de la double pensée. Mais c'est plus profondément que gît le motif originel, l'instinct jamais discuté qui conduisit d'abord à s'emparer du pouvoir, puis fit naître la double pensée, la police de la pensée, la guerre continuelle et tous les autres attirails nécessaires. Ce motif consiste en réalité. Winston prit conscience du silence. Comme on devient conscient d'un nouveau son. Il lui sembla que, depuis un moment, Julia était bien immobile. Elle était couchée sur le côté, nue jusqu'à la taille, la main sous la joue, et une boucle noire lui tombait sur les yeux. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait lentement et régulièrement. « Julia !» Pas de réponse. « Julia, tu dors ?» Pas de réponse. Elle était endormie. Il ferma le livre, le déposa soigneusement sur le parquet, se coucha et tira la couverture sur eux deux. Il pensa qu'il n'avait pas encore appris l'ultime secret. Il comprenait comment. Il ne comprenait pas pourquoi. Le chapitre 1, comme le chapitre 3, ne lui avait en réalité rien appris qu'il ne sût auparavant. Il avait simplement systématisé le savoir qu'il possédait déjà, mais, après l'avoir lu, sa certitude de ne pas être fou était plus forte. Il y avait la vérité, il y avait le mensonge, et si l'on s'accrochait à la vérité, même contre le monde entier, on n'était pas fou. Un rayon jaune et oblique du soleil couchant entra par la fenêtre et tomba sur l'oreiller. Il ferma les yeux. Le soleil sur son visage et le corps lisse de la fille qui touchait le sien lui donnaient une sensation puissante, reposante, de confiance. Il était en sécurité, tout allait bien. Il s'endormit en murmurant « Il ne peut y avoir de statistiques de la santé mentale », avec l'impression que cette remarque contenait une profonde sagesse. Chapitre 10. Quand il se réveilla, ce fut avec l'impression d'avoir dormi longtemps, mais un regard à la pendule démodée lui apprit qu'il n'était que 23 heures.
Il resta un moment à sommeiller, puis l'habituelle chanson, chantée à plein poumon, monta de la cour. Ce n'était qu'un rêve sans espoir. Il passa comme un jour d'avril, mais un regard et un mot, et les rêves qu'ils éveillent, tordent encore les fibres de mon cœur. La ritournelle semblait encore en vogue. On l'entendait par toute la ville. Elle tenait plus longtemps que la chanson de la haine. Julia se réveilla au bruit, s'étira voluptueusement et sortit du lit. « J'ai faim, dit-elle. Faisons encore un peu de café. Zut, le fourneau s'est éteint et l'eau est froide. » Elle prit le fourneau et le secoua. « Il n'y a plus de pétrole. »« Le vieux Charrington nous en donnera, je pense. »« C'est bizarre. Je m'étais assurée qu'il était rempli. » Elle ajouta. « Je vais m'habiller. Il me semble qu'il fait plus froid. » Winston se leva aussi et s'habilla. La voix infatigable continuait à chanter. « On dit que le temps apaise toute douleur. On dit que tout peut s'oublier. Mais les sourires et les pleurs, par-delà les années, tordent encore les fibres de mon cœur. » Quand il eut attaché la ceinture de sa combinaison, il alla à la fenêtre. Le soleil devait descendre derrière les maisons. Il n'éclairait plus la cour. Les pavés étaient humides comme s'ils venaient d'être lavés, et Winston avait l'impression que le ciel avait été lavé aussi, tellement le bleu était frais et pâle entre les cheminées. La femme, infatigable, allait et venait, s'emplissait la bouche d'épingles, les enlevait, chantait, puis restait silencieuse, épinglait toujours plus de couches, encore et encore. Il se demanda si elle l'avait pour gagner sa vie ou était simplement l'esclave de 20 ou 30 petits-enfants. Julia était venue près de lui. Ils regardaient ensemble, avec une sorte de fascination, la robuste silhouette d'en bas. Winston, frappé par l'attitude caractéristique de la femme, bras épais levés pour atteindre la corde, puissante croupe saillante de jument, se rendit compte, pour la première fois, qu'elle était belle. Il ne lui était jamais venu l'idée que le corps d'une femme de 50 ans, épanoui en des dimensions monstrueuses par les maternités, puis endurci, rendu rugueux par le travail jusqu'à être d'un grain plus grossier que celui d'un navet trop mûr, pouvait être beau. Mais il était beau. Et, après tout, pourquoi ne le serait-il pas? Le corps solide et informe, comme un bloc de granit, et la peau rouge et rugueuse, avait le même rapport avec le corps d'une fille que le fruit de l'églantier avec une rose. Pourquoi le fruit serait-il tenu pour inférieur à la fleur? « Elle est belle, murmura-t-il. »« Elle a bien 1 mètre d'une hanche à l'autre, facilement, » dit Julia. « C'est son style de beauté, » répondit Winston. Il entourait facilement de son bras la souple taille de Julia. De la hanche au genou, son flanc était contre le sien. Aucun enfant ne naîtrait jamais d'eux. C'était la seule chose qu'il ne pourrait jamais faire. Il ne pourrait transmettre le secret d'un esprit à l'autre que par les mots. La femme d'en bas n'avait pas d'esprit. Elle n'avait que des bras forts, un cœur ardent, un ventre fertile. Il se demanda à combien d'enfants elle pouvait avoir donné naissance. Facilement à une 15aine. Elle avait eu sa floraison momentanée. Une année, peut-être, elle avait eu la beauté d'une rose sauvage, puis elle avait soudain grossi comme un fruit fertilisé, et elle était devenue dure, rouge et rugueuse. Sa vie s'était passée à blanchir, brosser, repriser, cuisiner, balayer, polir, raccommoder, frotter, blanchir, d'abord pour ses enfants, puis pour ses petits-enfants, pendant 30 ans d'affilée. Au bout des 30 ans, elle chantait encore. Le respect mystique que Winston éprouvait à son égard était mêlé à l'aspect du ciel pâle et sans nuages
qui s'étendait au loin derrière les cheminées. Winston pensa qu'il était étrange que tout le monde partageât le même ciel, en Estasia et en Eurasia, comme en Océania. Et les gens qui vivaient sous le ciel étaient tous semblables. C'étaient partout, dans le monde entier, des centaines ou des milliers de millions de gens s'ignorant les uns les autres, séparés par des murs de haine et de mensonges, et cependant presque exactement les mêmes, des gens qui n'avaient jamais appris à penser, mais qui emmagasinaient dans leur cœur, leur ventre et leurs muscles la force qui, un jour, bouleverserait le monde. S'il y avait un espoir, il était chez les prolétaires. Sans avoir lu la fin du livre, Winston savait que ce devait être le message final de Goldstein. L'avenir appartenait aux prolétaires. Mais pouvait-on être certain que le monde qu'ils construiraient quand leur heure viendrait ne serait pas aussi étranger à lui, Winston Smith, que le monde du parti? Oui, car ce serait du moins un monde sain. Là où il y a égalité, il peut y avoir santé. Tôt ou tard, la force deviendrait consciente et agirait. Les prolétaires étaient immortels. On ne pouvait en douter quand on regardait la vaillante silhouette de la cour. À la fin, l'heure de leur réveil sonnerait. Et jusqu'à ce moment, même s'il n'arrivait que dans 2000 ans, ils resteraient vivants, malgré les intempéries, comme des oiseaux, transmettant d'un corps à l'autre la vitalité que le parti ne pouvait partager et ne pouvait tuer. « Te souviens-tu, demanda-t-il, de la grive qui chantait pour nous, le premier jour, à la lisière du bois? » Elle ne chantait pas pour nous, répondit Julia. Elle chantait pour se faire plaisir à elle-même. Non, pas même cela. Elle chantait, tout simplement. Les oiseaux chantaient, les prolétaires chantaient, le parti ne chantait pas. Partout, dans le monde, à Londres et à New York, en Afrique et au Brésil, et dans les contrées mystérieuses et défendues par-delà les frontières, dans les rues de Paris et de Berlin, dans les villages de l'interminable plaine russe, dans les bazars de la Chine et du Japon, partout se dressait la même silhouette, solide et invincible, monstrueuse à force de travail et d'enfantement, qui peinait de sa naissance à sa mort, mais chantait encore. De ses reins puissants, une race d'êtres conscients devait un jour sortir. On était des morts, l'avenir leur appartenait. Mais on pouvait partager ce futur en gardant l'esprit vivant comme il gardait le corps et en transmettant la doctrine secrète que 2 et 2 font 4. « Nous sommes des morts, dit-il. »« Nous sommes des morts, » répéta Julia, obéissante. « Vous êtes des morts, » dit une voix de fer derrière eux. Ils se séparèrent brusquement. Winston était glacé jusqu'aux entrailles. Il pouvait voir, tout autour des iris, le blanc des yeux de Julia, dont le visage était devenu d'un blanc de lait. La tache de rouge qu'elle avait encore sur chaque joue ressortait crûment, presque comme si elle n'était pas reliée à la peau. « Vous êtes des morts, » répéta la voix de fer. « Il était derrière le tableau, » souffla Julia. « Il était derrière le tableau, » dit la voix. « Restez où vous êtes. Ne faites aucun mouvement jusqu'à ce que je vous l'ordonne. » Ça y était. Ça y était à la fin. Il ne pouvait rien faire que rester debout à se regarder dans les yeux. Se sauver en courant, s'enfuir de la maison avant qu'il fût trop tard, une telle idée ne leur vint pas. On ne pouvait penser à désobéir à la voix de fer qui venait du mur. Il y eut un claquement, comme si un loquet avait été tourné et un bruit de verre cassé. Le tableau était tombé sur le parquet, découvrant le télécran.
Maintenant, ils peuvent nous voir, dit Julia. Maintenant, nous pouvons vous voir, dit la voix. Debout au milieu de la chambre, dos à dos, les mains croisées derrière la tête, sans vous toucher. Ils ne se touchaient pas, mais il semblait à Winston qu'il pouvait sentir trembler le corps de Julia. Ou peut-être était-ce le tremblement du sien. Il pouvait à peine empêcher ses dents de claquer, ses genoux, eux, échappaient à sa volonté. Il y avait en bas, à l'intérieur et à l'extérieur de la maison, un bruit de bottes. La cour paraissait pleine d'hommes. Le chant de la femme s'était brusquement arrêté. Il y eut un long bruit de roulement, comme si le baquet avait été lancé à travers la cour, puis une confusion de cris de colère qui se termina par un cri de douleur. « La maison est cernée, » dit Winston. « La maison est cernée, » dit la voix. Il entendit Julia serrer les dents. « Je suppose que nous ferions aussi bien de nous dire adieu, » dit-elle. « Vous feriez aussi bien de vous dire adieu, » dit la voix. Alors, une autre voix, tout à fait différente, la voix claire d'un homme cultivé, que Winston eut l'impression d'avoir déjà entendu, intervint. « Et à propos, pendant que nous en sommes à ce sujet, voici une chandelle pour aller vous coucher. Voici un couperet pour couper votre tête. » Quelque chose s'écrasa sur le lit, derrière Winston. Le haut d'une échelle avait été poussé à travers la fenêtre et avait fait tomber le cadre. Quelqu'un grimpait par là. On entendit le bruit des bottes qui montaient l'escalier. La pièce fut remplie d'hommes solides, en uniforme noir, chaussés de bottes ferrées et munis de matraques. Winston ne tremblait plus. Il bougeait à peine, même les yeux. Une seule chose comptait, rester immobile. Rester immobile et ne pas leur fournir de prétexte pour vous battre. Un homme à la mâchoire de boxeur, dont la bouche ne formait qu'un trait, s'arrêta devant lui en balançant pensivement sa matraque entre le pouce et l'index. Winston rencontra son regard. L'impression de nudité qu'il ressentait, avec les mains derrière la tête et le visage et le corps exposés tout entier, était presque insupportable. L'homme sortit un bout de langue blanche, lécha l'endroit où auraient dû se trouver ses lèvres, puis passa. Il y eut un nouveau fracas. Quelqu'un avait pris sur la table le presse-papier de verre et le réduisait en miettes contre la pierre du foyer. Le fragment de corail, une fleur minuscule et plissée, comme un bouton de rose en sucre sur un gâteau, roula sur le tapis. Combien, pensa Winston. Combien il avait toujours été petit. Il y eut un halètement et le bruit d'un coup derrière lui, et il reçut sur la jambe un violent coup de pied qui lui fit presque perdre l'équilibre. Un des hommes avait lancé à Julia un coup de poing en plein plexus solaire qui l'avait fait se plier en deux comme une règle de poche. Étendue sur le parquet, elle s'efforçait de retrouver son souffle. Winston n'osa tourner la tête, même d'un millimètre, mais le visage livide, haletant, venait parfois dans l'angle de sa vision. Même à travers sa terreur, il lui semblait sentir la douleur dans son propre corps, la douleur mortelle qui était cependant moins urgente que la lutte pour reprendre son souffle. Il savait ce qu'elle devait ressentir, la souffrance terrible, torturante, qui ne vous quitte pas, mais à laquelle on ne peut penser encore, car il est nécessaire avant tout de pouvoir respirer. Deux des hommes la saisirent par les genoux et les épaules et l'emportèrent hors de la pièce, comme un sac. Winston entrevit rapidement son visage, retourné vers le bas, jaune et contorsionné, les yeux fermés, une tache rouge sur chaque joue. Et c'est la dernière vision qu'il eut d'elle. Il était debout, immobile comme un mort.
Personne ne l'avait encore frappé. Des pensées qui venaient d'elle-même, mais qui paraissaient absolument sans intérêt, commencèrent à lui traverser l'esprit. Il se demanda si on avait pris M. Charrington. Il se demanda ce qu'on avait fait à la femme de la cour. Il remarqua qu'il avait une forte envie d'uriner et s'en étonna, car il n'y avait que 2 ou 3 heures qu'il avait uriné. Il vit que l'aiguille de la pendule indiquait le chiffre 9, ce qui signifiait 21 heures. Mais la lumière semblait trop vive. Est-ce qu'à 21 heures, la lumière ne diminuait pas, par les soirs d'août? Il se demanda si, après tout, Julia et lui ne s'étaient pas trompés d'heure, s'ils n'avaient pas dormi pendant que l'aiguille faisait le tour du cadran, et pensait qu'il était 23 heures, alors qu'en réalité, on était au lendemain matin 9 heures. Mais il ne suivit pas plus loin le fil de cette idée. Ce n'était pas intéressant. Il y eut sur le palier un pas plus léger. Monsieur Charrington entra. Le maintien des hommes en uniforme noir se fit soudain plus modéré. L'aspect de monsieur Charrington avait aussi changé. « Ramassez ces morceaux », dit-il brièvement. Un homme se baissa pour obéir. L'accent faubourien avait disparu. Winston comprit soudain quelle voix il avait entendue au télécran il y avait quelques minutes. M. Charrington portait encore sa vieille jaquette de velours, mais ses cheveux, qui avaient été presque blancs, étaient devenus noirs. Il ne portait pas non plus de lunettes. Il lança un seul coup d'œil aigu à Winston, comme pour vérifier son identité, puis ne fit plus attention à lui. Il était reconnaissable, mais il n'était plus le même individu. Son corps s'était redressé et semblait avoir grossi. Son visage n'avait subi que de minuscules modifications, mais elles avaient opéré une transformation complète. Les sourcils noirs étaient moins touffus, les rides étaient effacées, toutes les lignes du visage semblaient avoir changé. Même le nez semblait plus court. C'était le visage froid et vigilant d'un homme d'environ 35 ans. Winston pensa que, pour la première fois de sa vie, il regardait, en connaissance de cause, un membre de la police de la pensée.